Bien, la première table ronde de notre colloque est consacrée aux enjeux de la recherche partenariale dans le domaine sportif. Je suis particulièrement heureuse d'accueillir Yannick Briswater, président de l'Université Côte d'Azur. Il présidera aussi cette table ronde qui réunit un panel exceptionnel composé de 5 experts. Ces professionnels partageront avec vous leur expérience, leurs défis et leurs réussites. Ils mettront en lumière les enseignements et les bonnes pratiques. C'est un grand honneur pour moi de demander à Yannick Briswater, Alain Gros-Lambert, Pauline Martin, Benjamin Maz, Serge Monneret et Claire Thomas-Junius de bien vouloir me rejoindre sur la scène. Oui, je ramène le micro. Bien, bonjour à toutes et à tous. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites à la fois dans l'introduction d'Antoine et puis dans la keynote avec Niels et puis Guillaume. Et donc cette première table ronde, elle est destinée à échanger sur les enjeux qui sont les enjeux de la recherche partenariale dans le domaine sportif. On l'a entendu plusieurs fois, un des enjeux, alors on a soulevé des enjeux qui sont extrêmement importants, qui sont le fait que les fonctions en soutien et en support dans chacune de nos institutions doivent travailler de façon positive. Et je pense qu'un des freins principaux, c'est le fait qu'on a parfois des personnels qui trouvent plus de difficultés que de solutions. Et donc, nous, on souhaite leur apprendre qu'il faut trouver des solutions et pas des difficultés. On ne va pas forcément parler de ça. Un des enjeux, c'est de faire en sorte, et Antoine l'a dit aussi, et Guillaume l'a rappelé aussi un petit peu, c'est que les attentes de chacun soient réalisées alors que ces attentes sont différentes. Et c'est pour cela que cette table ronde, elle réunit des regards croisés sur cette question-là. Je vais donc présenter les participants à cette table ronde qui vont se présenter d'ailleurs eux-mêmes, parce que je vais simplement les annoncer. Donc, dans l'ordre de la slide, Alain Gros-Lambert. Hop, voilà. Si tu veux bien te présenter. Oui, je crois que c'est bon, oui. Oui, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Je suis très honoré, très fier d'être là aujourd'hui et très brièvement, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université de Franche-Comté, rattaché au laboratoire C3S, Culture, Sport, Santé, Société. Et donc j'ai par le passé travaillé en collaboration avec la Fédération française de cyclisme. Je poursuis d'ailleurs certains projets de collaboration, en particulier dans le cadre du PPR Hypoxperf, en vue de préparer une échéance qui nous attend très prochainement au mois d'août, ici je crois, à Paris il me semble. Et également, donc j'ai eu l'occasion d'être cofondateur d'un laboratoire commun, l'APCOM, avec l'équipe cycliste professionnelle Groupama Française des Jeux, qui a son service course de l'équipe continentale à Besançon. Et donc nous collaborons étroitement depuis déjà 2019 sur ces projets et nous avons régulièrement également la chance d'avoir des financements, des bourses CIFRE qui nous permettent de mener à bien ces projets et ces collaborations entre soit les fédérations, soit les sociétés privées en lien avec la performance sportive. On va suivre l'ordre, donc Claire. Oui, Claire Thomas, oui. L'ordre des sièges, on va dire. Donc enchantée, merci pour l'invitation. Donc Claire Thomas-Junius, je suis enseignant-chercheur également à l'Université d'Evry Paris-Saclay. Je travaille sur plutôt le domaine de la physiologie de l'exercice, donc on va pouvoir partager les connaissances ultérieurement. Avec mes collègues, on a fondé un nouveau laboratoire de biologie de l'exercice pour la performance et la santé. Et dans ce contexte, on a travaillé depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années aussi avec différentes fédérations, notamment la Fédération française de rugby, d'aviron, d'athlétisme, porter des projets CIFRE à l'interface des sciences du sport et de la biologie. Merci. Donc, Pauline Martin.
Bonjour à tous. Alors, Pauline Martin, moi je suis en charge de l'innovation dans un groupe qui s'appelle LIM pour Laser in Motion. Alors on travaille pour le sport et encore plus dans un marché de Nice qui est l'équitation avec 2 athlètes, donc il y a le cheval et le cavalier. Moi ça fait 13 ans que je suis dans l'entreprise et en 13 ans en fait on est passé par différents stades de la recherche partenariale. Étant donné qu'il y a 13 ans, on était 2 en R&D et que maintenant on est 18, qu'on était 50 dans l'entreprise et que maintenant on est 850. Donc on a eu pas mal d'expériences. On a commencé par des stages de master, des CIFRE. Moi je suis un produit de la NRT notamment. Des CIFRE, des laboratoires, un laboratoire commun avec l'université donc vétérinaire de Maison-Alfort, un projet ANR, des contrats cadres, etc. Donc c'est des expériences qu'on a menées à notre échelle au sein de l'équitation et différents partenariats aussi avec notre fédération, que ce soit sur du développement produit spécifique, on pourra en reparler peut-être un peu tout à l'heure, ou dans le cadre des préparations des JO là, de Paris 2024. Merci. Serge Monneret. Donc, bonjour, donc moi je suis Serge Monneret, donc je suis directeur de recherche CNRS à Marseille. Et je suis surtout là au titre de la direction d'un institut Carnot, qui est l'Institut Carnot Star, qui est sur le sport, sport santé, sport bien-être. Donc dans notre institut, qui représente une dizaine de laboratoires qui sont tous sur des thématiques scientifiques très différentes, on est vraiment dans l'interdisciplinarité, mais on peut ouvrir un certain nombre de choses autour de l'industrie, des industriels du sport, en particulier sur les aspects plutôt, ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure, plutôt autour de l'homme, quoi, de l'humain, la physio, la biomica. On est moins sur des aspects matériaux. Donc voilà. Merci. Benjamin Maza. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis le directeur technique national de la Fédération française de triathlon. Donc, on gère notamment comme discipline une discipline olympique et paralympique. J'ai eu le plaisir, j'ai vu sur les statistiques présentées par la NRT d'avoir 3 thèses CIFRE dans une modeste fédération. Donc, on représente 6% finalement des thèses portées par les fédérations. Et puis, j'ai quelques camarades d'autres sports qui sont dans la salle. Et j'ai eu le plaisir, il y a quelques années, d'œuvrer au sein de la Fédération française de cyclisme après Alain, avant Alain, finalement. Voilà, sur tout ce qui était expertise, optimisation de la performance. Et très heureux de voir qu'aujourd'hui, on est dans des dimensions beaucoup plus, j'ai envie de dire, industrielles par rapport au côté plus noble, mais peut-être plus bricolage que ça pouvait être il y a quelques années. Et très heureux de te retrouver, Yannick, 20 ans après les premiers travaux au triathlon. Pas la peine de le dire. Bien, merci bien. Donc nous allons débattre un peu sur ce sujet-là. Et comme on le disait tout à l'heure, ce qui est formidable dans la recherche partenariale, c'est qu'il y a des partenaires. Ce qui est compliqué dans la recherche partenariale, c'est qu'il y a des partenaires. Et que ces partenaires, nous ne partageons pas forcément toujours les mêmes attentes, les mêmes objectifs, les mêmes méthodes. Alors on l'a vu sur un exemple, finalement, avec une discipline scientifique qui est la biomécanique, qui permet tout de suite de lever des verrous qui sont des verrous technologiques, que toutes les disciplines scientifiques ne sont pas dans le même mode de fonctionnement, d'ailleurs dans le même mode de construction de la connaissance. Moi, je voulais savoir comment est-ce qu'on peut dépasser ces différences. Je vais citer quelques différences. La construction scientifique, elle s'inscrit dans une temporalité qui est une temporalité longue. C'est-à-dire que la construction scientifique, elle met du temps. Elle est toujours partielle, c'est-à-dire que les connaissances que l'on a, notamment sur la performance sportive, elles sont relativement macroscopiques, ce qui veut dire en même temps qu'on ne peut pas avoir un impact direct sur la performance sportive. Guillaume l'a rappelé aussi tout à l'heure avec son exemple statistique, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en général, les connaissances scientifiques, en tout cas dans un grand nombre de disciplines, elles sont conduites dans un cadre expérimental, c'est-à-dire qui réduit la réalité, qui n'est pas la réalité. Elles sont validées statistiquement. Et statistiquement, pour que ça puisse être validé, sauf avec des méthodes statistiques qui permettent d'individualiser, ça veut dire que la population, elle doit être gaussienne. Et la population gaussienne, vous le savez tous, c'est la population moyenne. Or, le sportif de haut niveau, ce n'est pas un individu moyen. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser ces connaissances scientifiques dans un autre cadre que celles dans lesquelles elles ont été construites. Je ne sais pas comment, ça c'est savoir comment vous avez réussi à dépasser cela. Et si je prends le cas du monde sportif, lui il est sur une temporalité. Il y a un dernier point aussi sur la construction scientifique que je voulais évoquer. Vous savez qu'une construction scientifique existe parce qu'elle est réfutable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité scientifique. Et ça veut dire qu'à un moment donné, on est toujours obligé de re-questionner les connaissances que l'on a produites. À l'inverse, je dirais, le sportif, il n'est pas là pour douter.
Il est là pour performer, et il est là pour performer avec des gains de performance qui sont des fois de l'ordre de l'infiniment petit. Alors comment peut-on faire de la recherche partenariale à partir de la construction de connaissances macroscopiques et sur une longue temporalité, alors qu'on veut répondre à des enjeux qui sont des enjeux de performance sportive, avec une très grande, je dirais, avec de très grands enjeux pour le sportif. Comment est-ce qu'on arrive à dépasser cela? Et puis on le voit aussi sur le monde, sur nos partenaires de l'entreprise, on a, et l'exemple de Niels et de Guillaume l'a bien montré, on va avoir un modèle économique pour l'entreprise. Donc on va avoir des soucis d'intérêt économique, de développement économique, qui sont là aussi pas forcément ceux du scientifique. Et Guillaume le rappelait, aujourd'hui le scientifique il est évalué sur la production scientifique, un peu plus aujourd'hui sur sa capacité à produire des brevets, à faire de l'innovation, mais ça reste encore relativement limité. Le monde de l'entreprise, il est là pour faire en sorte que son produit se vende, qu'il y ait un public. Et là aussi, ça peut être difficile. Et Guillaume et Niels nous en ont montré un exemple qui va, je trouve qu'il va bien en biomécanique, nous montrer un exemple comme quoi c'est possible, ça c'est important, mais ça peut être difficile et ça nécessite aussi que chacun des partenaires non seulement doivent se faire confiance, mais doivent veiller à respecter un cadre éthique important. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il pourrait y avoir des risques de diminution de l'intégrité scientifique, puisqu'il y a des enjeux de réussite et de résultats avec nos deux autres partenaires, que sont les partenaires sportifs et les partenaires socio-économiques. Voilà un certain nombre de freins qu'il faut lever quand on fait de la recherche partenariale et sur lesquels maintenant j'aimerais avoir votre avis, puisque j'étais censé introduire, donc j'introduis, et maintenant je vais surtout vous interpeller sur les enjeux de la recherche partenariale, et donc là je vais vous demander chacun d'intervenir dans l'ordre que vous souhaitez. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous engager dans la recherche partenariale dans le domaine sportif? On va commencer par Claire, voilà. Donc nous, à la différence de répondre à des besoins aussi industriels, on est aussi sur la production de savoir. Donc vous le soulignez sur les aspects sur le long terme, ça se construit. Et du coup, dans le domaine de la biologie, c'est aussi apporter des connaissances nouvelles qui vont être mobilisées par les entraîneurs après pour pouvoir améliorer les programmes d'entraînement, les contenus, que ce soit au niveau nutritionnel, que ce soit au niveau du sommeil, que ce soit au niveau de tous les facteurs participent à la performance. Donc c'est vraiment un besoin de répondre à des besoins concrets du monde sportif pour avoir dans notre champ, en tout cas disciplinaire, dans mon expérience, sur des impacts sur la performance et de pouvoir mutualiser nos ressources, que ce soit avec les partenaires fédéraux plutôt, au niveau du monde sportif, répondre à des appels à projets communs pour pouvoir ensuite mettre aussi à disposition des plateformes du monde académique et de transférer ces données vers le monde sportif. Donc on va non pas nous vers de l'innovation technologique, mais plutôt vers la production de savoir. Et un exemple a été dans le cadre d'un projet de thèse CIFRE que nous avons porté avec la Fédération française d'aviron, l'INSEP et l'Université de Clermont, qui était sur du très très long terme, à savoir comment engager un athlète sur un chemin olympique. Ça prend pas 1 an, 2 ans, ça prend une dizaine, voire une quinzaine d'années pour faire mûrir un athlète et le préparer pour les Jeux Olympiques. Donc, on s'est inscrit sur un projet en 2016 qui va jusqu'à, 2028, donc sur la construction et notamment chez les jeunes. Est-ce qu'on entraîne de la même manière un jeune qui est avant la puberté, pendant la puberté et après la puberté? Si vous prenez un jeune de 13 ans, on peut avoir les mêmes situations. 3 situations différentes pour une catégorie minime cadet junior. Donc, avoir des profils différents de puberté. Et c'est dans ce contexte-là, avec la Fédération française d'aviron, c'était comment individualiser l'entraînement pour pouvoir potentialiser et améliorer la prise en charge, les contenus d'entraînement de ces jeunes. Et donc, on a été soutenu par la NRT pour pouvoir développer ces projets-là. Et donc, on a montré les différences entre l'âge biologique jeune et puis l'âge chronologique lié aux catégories sportives. Et donc, ça nous a amené chez les garçons à pouvoir donner des impacts concrets sur la prise en charge de ces adolescents. Et puis, c'est posé d'entrée de jeu la question quelle était la réponse aussi chez les filles. Et donc, on a continué avec un deuxième projet de thèse à ce sujet. Et donc, on a vraiment mis en exergue, nous, d'un point de vue scientifique, des réponses métaboliques différentes
entre avant, pendant ou au cours de la puberté et qui vont induire des stratégies d'entraînement différentes pour préparer ces jeunes. Un exemple aussi très concret, lundi, je reçois la lettre des entraîneurs de l'INSEP. Qu'est-ce que je vois là? Le week-end dernier, il y avait une course de ski en Haute-Savoie. Ils ont testé le classement par âge biologique. Là encore, donc, on sait maintenant qu'il y a des différences d'approche au niveau physiologique pour après adapter l'entraînement, mais ça peut avoir aussi un impact sur la détection des jeunes, à savoir que dans toutes les académies chez les jeunes, les 3/4 des jeunes recrutés sont nés entre le mois de janvier et le mois de mars, voire aucun qui est né au mois de novembre-décembre. Et là, le classement qu'ils ont mis en place le week-end dernier, c'est pour ça que je voulais, voilà, pour l'anecdote, vous en parler, c'est qu'ils ont mis en exergue que le gamin qui était 31e au classement dans sa catégorie, donc en tenant compte de l'âge chronologique, si on le met maintenant au regard de son évolution, de sa croissance, il passe premier dans sa catégorie d'âge quand il est à 85% de sa taille définitive. Donc là encore, ça peut amener des connaissances et la convergence, voilà, de cette production de savoir pour améliorer et enrichir à la fois sur la détection. Donc ce gamin, ça veut dire qu'il a des potentialités et dans les détections des académies, ça peut être pris en compte par les staffs. Et puis également sur l'individualisation de l'entraînement. Voilà, c'était un exemple que je voulais vous partager, qui était d'actualité. Merci Claire d'avoir rappelé aussi, parce qu'on a plutôt traité jusqu'à présent du fait de l'intérêt de la recherche partenariale vers la performance sportive ou vers le milieu industriel, mais de rappeler que aussi bien la performance de haut niveau que le sport santé, c'est un véritable champ de questionnement pour le scientifique qui fait progresser la connaissance. Et ça, c'est un point sur lequel il faut aussi revenir. Merci bien. Donc, du coup, je vous inviterai à faire un peu comme Claire sur la structuration, c'est-à-dire de répondre pourquoi vous êtes engagé, et aussi quels étaient vos besoins, vos attentes lorsque vous êtes engagé. Ça permet d'avoir un peu vos visions différentes. Pour ce qui est de mon expérience, en fait, au départ, je rejoins un petit peu ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en tant que chercheur, on allait un petit peu au-devant de la demande des fédérations ou des sportifs. Et on s'est rendu compte finalement que ça tombait un petit peu à l'eau. Et avec un petit peu d'expérience, on s'est rendu compte finalement, on a pris le problème un peu à l'envers, c'est-à-dire que on est parti des besoins, que ce soit des athlètes, des fédérations, des entraîneurs, des besoins de terrain. Et c'est pour ça que moi j'ai pas peur de dire qu'on fait de la recherche appliquée. On part de problèmes concrets de terrain à partir desquels on se questionne. Et la plupart du temps, je dois avouer qu'on valide souvent a posteriori des méthodes d'entraînement, par exemple, ou des techniques ou des dispositifs qui sont utilisés de manière souvent empirique par les sportifs comme par les entraîneurs. Et la demande, c'est on aimerait savoir un peu mieux comment ça fonctionne. Et moi, je vois l'essentiel de mon travail de chercheur part de ce constat. On essaie de comprendre pourquoi ils font tel choix et derrière d'apporter un petit peu des explications un petit peu plus rationnelles. Et à partir de là, on peut amener des idées nouvelles. Et c'est un milieu qui est souvent assez conservateur par rapport aux habitudes d'entraînement, des méthodes, etc. Et donc il y a un travail, je dirais, un peu à long terme à mettre en place, c'est-à-dire partir de leurs problèmes, essayer de comprendre, souvent valider ce qu'ils font de manière empirique. Alors vous allez dire, c'est enfoncer des portes ouvertes, peut-être, mais ça permet de comprendre un petit peu mieux et d'aller plus loin. Et je prends juste un exemple sur lequel on travaille actuellement, sur la préparation en hypoxie pour les cyclistes, et pas que les cyclistes d'ailleurs, qui vont participer aux Jeux à Paris au mois d'août. Ces méthodes sont utilisées depuis très longtemps, depuis les Jeux de Mexico. Par contre, on ne maîtrise pas très bien ce que j'ai envie d'appeler la posologie, c'est-à-dire quelle durée d'exposition, quels effets, est-ce que c'est valable pour tous les sports, est-ce que tout le monde fonctionne de la même manière, est-ce que les filles et les garçons ont les mêmes réponses. Et donc là, on part vraiment de questions concrètes que se posent les athlètes comme les entraîneurs, et on essaie d'isoler un ou deux paramètres. On n'a pas la prétention de répondre à toutes les questions, mais en isolant un ou deux paramètres, on arrive un petit peu mieux à comprendre, et puis ça suscite d'autres questions. Et entre autres, aujourd'hui, on se rend compte clairement qu'il ne faut pas qu'on entraîne les filles comme les garçons. Elles ont clairement des réponses totalement différentes aux charges de travail, et en particulier à l'hypoxie aussi. Et donc là, quelque part, on a je dirais, peut-être validé des choses que les entraîneurs mettaient déjà en place de façon un petit peu empirique, mais aujourd'hui avec peut-être davantage d'arguments un petit peu plus rationnels.
Merci Alain, et merci aussi d'avoir mis en lumière le fait que bien souvent, on n'a absolument pas l'explication à des technologies ou à des inventions ou à des innovations, et que la majeure partie de notre travail, c'est d'essayer de comprendre pourquoi un athlète performe. C'est pas forcément de pouvoir lui indiquer comment il faut performer. D'ailleurs, surtout pas lui indiquer comment il peut performer. Bon, nous allons passer la parole à Benjamin, qui va nous donner le point de vue. Oui, ben merci. Effectivement, qu'est-ce qui motive déjà à pouvoir entrer dans cette recherche partenariale? C'est notamment pour commencer à gagner, pour continuer à gagner. J'ai pris quelques notes pour comprendre finalement et du coup diffuser aussi on va dire dans le milieu fédéral auprès des entraîneurs, auprès des acteurs de la performance pour s'améliorer. J'ai une approche qui est forcément un peu particulière en tant que représentant d'une fédération. C'est souvent des demandes qui sont très orientées, très égocentrées, répondent à nos besoins. Et du coup, l'une des clés sur le facteur de performance, c'est celle de pouvoir bien se comprendre et bien cerner les enjeux, les intérêts des 2 ou 3 mondes, avec le monde universitaire et puis éventuellement le monde socio-économique. Voilà, donc on est aussi dans une nécessité de dissocier ce qu'on appelle dans le triathlon, on aime tout faire par 3, donc on a une triple temporalité. Le court, le moyen et le long terme, mais normalement on se retrouve tous un petit peu au travers de ces mots-là. Le court terme, c'est l'impact direct sur la performance. Alors on parle beaucoup de ce qui va se passer dans 134 jours à quelques mètres de nous. Voilà, c'est comprendre un petit peu ce court terme, ce qui va arriver. Je vais faire 2 clins d'œil à des participants dans la salle. Quand on a un changement très fondamental sur une discipline comme le VTT, dont on a un illustre médaillé olympique dans la salle entre Pékin et Londres, et que vous passez sur une surface qui est très artificielle, quand on réduit de manière drastique la durée de l'effort, eh ben forcément ça va beaucoup impacter le modèle de performance, et il y a énormément de questions qui vont se poser sur le parcours d'Adley Farm en Angleterre, que vous allez pouvoir observer très peu de fois avant les Jeux. Donc là, il y a du très très court terme, et il va falloir être très très bon pour pouvoir répondre à ce besoin. Et donc merci à la physiologie, à la biomécanique, et surtout au bouche à oreille pour aller identifier les bonnes personnes ressources pour pouvoir produire les savoirs qui vont orienter les contenus d'entraînement et permettre aux sportifs et entraîneurs de briller. Alors je pense qu'à minima, on n'a pas été des freins à la performance, au moins de Julie Bresset, qui en 15 mois a été double championne du monde et championne olympique. Elle le doit surtout à elle et à son entraîneur. Et si on a été au moins un participant à ne pas être un frein à sa performance, c'est déjà finalement à mettre à notre crédit. Et le long terme, Claire évoquait tout à l'heure les travaux d'ailleurs je suis né en décembre, donc j'y suis encore plus sensible à ces travaux-là. Mais le long terme, c'est notamment bien préparer l'avenir. Je pense qu'il y a des entraîneurs de natation dans la salle, je leur fais un joli clin d'œil, mais quand on parle de l'endurance chez les jeunes, il faut être capable de bien comprendre comment on peut structurer ça. Et effectivement, on évoquait tout à l'heure ces savoirs très très anciens qui étaient issus d'études scientifiques finalement, dont on s'aperçoit maintenant toutes les limites, notamment sur l'intérêt de l'entraînement sur les filières notamment lactiques, qui sont maintenant qui doivent en faire rigoler pas mal de physio dans la salle. Il est nécessaire de bien le comprendre pour finalement impacter la préparation à beaucoup plus long terme, bien au-delà des 3053 jours qui nous séparent de Brisbane, des Jeux Olympiques et Paralympiques de Brisbane. Voilà, ça c'est encore une fois, c'est une autre temporalité. Et bien sûr, sur un sujet comme le développement de la performance sur les parasports, on ne peut pas louper ce champ de développement qui est extrêmement intéressant et important sur l'amélioration de la performance. Un petit clin d'œil avec là pour le coup un des axes dans lesquels on est un peu plus rentré, quand bien même c'est toujours délicat quand on a les 3 acteurs du monde économique, de l'université et du sport, les développements qu'on a pu travailler, merci au soutien de l'ANS là-dessus avec Airbus, sur le développement, la maîtrise un petit peu de certains process. Mais je crois que quand on compare avec nos camarades britanniques, avec tout le développement qu'il y a notamment Formule 1, cyclisme, triathlon et université sur tout ce qui est aérodynamique, le travail du carbone, on a encore quelques années de retard, mais sur d'autres plans, on est aussi en avance. Donc, c'est comment est-ce qu'on combine tout ça avec la capacité aussi de sortir, je finirai sur mon propos là-dessus, d'une discipline éminemment physiologique comme le triathlon, à pouvoir s'intéresser aussi sur d'autres champs de recherche pour puis finalement être capable de comprendre la performance dans son ensemble, notamment sur souvent après un plan, une dimension psychologique, et puis parfois aussi sociologique, pour bien comprendre aussi comment des écosystèmes peuvent limiter ou faciliter la performance. Et je crois que c'est là où on a vraiment un petit gap encore à franchir pour pouvoir bien appréhender aussi les mécanismes de connaissance et de transmission des savoirs.
Merci Benjamin. Merci aussi d'avoir rappelé que la performance sportive, elle est multifactorielle. Elle ne s'observe pas qu'avec le spectre de la physiologie ou de la psychologie ou de la sociologie. Et c'est aussi un enjeu d'avoir cette approche pluridisciplinaire quand on s'intéresse à la performance sportive. Pauline. Oui, alors moi je vais un peu rebondir sur les propos d'Alain, parce que c'est exactement comme ça qu'on a commencé en fait nous la recherche partenariale. Alors je rappelle, on est dans l'équitation, donc 2 athlètes, dont un qu'on connaît vraiment pas très bien, qui est le cheval. Nous, je crois que les premières études physio, bioméca, ça date de 87, donc c'est quand même très très récent. Et en fait, on était plein de convictions. Alors, dans l'entreprise, on fait autant du médicament que des aides au diagnostic, des aides à l'entraînement, donc locomoteur ou physio. Mais on a aussi une partie qui fait du développement produit, donc de la selle d'équitation, etc. Et au tout début de cette histoire de recherche partenariale, on ne faisait que de la selle, c'est qu'on a grandi comme ça. Et on était plein de convictions, parce qu'on était cavaliers, on se disait, ah, voilà, on fait ça, on essaie de distribuer les pressions au mieux, enfin voilà, tout ce qu'on peut se dire sur d'autres développements produits. Et il y a un moment, on s'est quand même dit, super, on est plein de convictions, mais ce serait quand même bien qu'on soit sûr que ces convictions elles soient bonnes. Alors on est parti enfoncer des portes ouvertes, exactement ça. Et en fait on a commencé comme ça, alors avec un master et puis avec ma thèse, parce que du coup on était 2 donc. Et on est allé développer des modèles qui n'existaient pas. On est allé développer des capteurs, on a un peu transposé ce qu'il y avait sur l'humain, sur le cheval. Et nous on n'a pas vraiment de laboratoire, parce qu'un cheval quand ça galope vite. Donc il a fallu tout de suite se mettre dans des conditions un peu difficiles, c'est-à-dire en carrière, en situation réelle. Et tout ça, en fait, on a réussi à le faire parce que on avait, et dans le cas de ce projet-là, 2 universitaires, une université qui était plutôt l'université de Lyon, qui était très sur l'humain, donc avec un laboratoire de biomécanique et mécanique des chocs, et l'université donc de l'école vétérinaire de Maison-Alfort pour la partie cheval. Et en fait, ils nous ont aidés à rentrer dans cette démarche-là, de se poser les questions, de se poser simplement, de se dire qu'est-ce qu'on avait envie d'aller valider, quelles étaient finalement cette perspective à 1, 2, 3 ans. Et autant vous dire que pour une PME du Sud-Ouest où on était 50, se poser des questions à 3 ans, waouh, sur une R&D, déjà au départ, il y a 13 ans, ça nous posait des questions en se disant, oh là là, mais... Et en fait, finalement, ça s'est très bien fait. Alors, on reparlera de la communication hyper importante au départ. Ça s'est très bien fait et ça nous a permis, alors déjà de se dire qu'on n'avait pas tout faux, c'est bête, mais de confirmer en fait tous les développements qu'on menait, parce qu'on est une entreprise très innovante avec l'intégration de plein de nouveaux matériaux, plein d'ergonomie, etc., etc. Mais de confirmer ça et de montrer déjà à tous ceux qui gravitent autour de ce sport, mais aussi aux end-users, donc le cavalier, qu'il y avait plein de choses à faire et que finalement, oui, ce petit truc faisait la différence. Et puis en fait, après, on a un petit peu changé de prisme. Vu qu'on avait pris le temps de se poser, de parler avec les gens, on s'est rendu compte que notre filière était très peu documentée. Alors ça change là ces dernières années, qu'il y avait très peu d'informations sur ces 2 athlètes, humains et équins, et que notre objectif aussi, c'était que ce qu'on cherchait, on voulait le mettre à portée pour que ça profite à tout le monde. Donc, comme dans tout sport, on n'est pas tout seul, il n'y a pas que l'équipementier qui est là. Il va y avoir, alors pour nous, le vétérinaire, mais le médecin qui suit le cavalier. Il y a plein de gens qui gravitent autour de ce sport, les fédérations, etc. Et pour nous, c'était aussi important de transmettre ces informations-là pour que tout le monde grandisse. Et à partir de ce moment-là, c'est là où on a commencé à monter nos labcoms, voilà, des projets qui peuvent être sur du très long terme, on a pris aussi cette habitude, et ça pour des industriels ou pour des fédérations, c'est important, de fractionner ces projets, de se dire ok, à court terme, c'est quoi ? Ça peut être quoi un résultat? En fait, il y a plein de petits résultats intermédiaires qui sont hyper importants à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on a, si on reprend la cifre, l'objectif à 3 ans, mais en fait, il y a plein de petits jalons au cours de ces projets-là qui peuvent être facilement transposables. Soit c'est parce qu'on comprend mieux notre athlète, et dans ces cas-là, on arrive à mieux le regarder, à mieux l'analyser, etc. Alors d'un point de vue médical ou coach, etc. Soit parce que nous, en tant qu'équipementier, on se dit « Ah, peut-être que là, il y a quelque chose à aller faire ». Et ça, alors ça, c'est un vrai travail, et en fait ça fait moins peur comme ça quand on se lance dans des projets qui sont très longs, mais moi je dis souvent, on crée notre librairie et puis après on vient piocher dedans. On a une grande bibliothèque chez LIM parce que voilà, on a commencé à faire plein de choses et on vient piocher dedans, mais ça c'est important à faire quand on n'est pas chercheur, parce que sinon c'est vrai que ce temps long là, ça peut faire vraiment peur au départ de la recherche partenariale. Merci. Serge.
Et donc nous, pourquoi est-ce qu'on est allé dans la recherche partenariale? Bon, déjà quand on est Carnot, c'est pas un pourquoi, c'est notre essence même. Hein. Donc évidemment, on va dans la recherche partenariale. Par contre, pourquoi dans le sport? Alors dans le sport, pour notre cas, pour le Carnot Star, c'est parce que Aix-Marseille Université avait une volonté politique d'y aller, parce que à juste titre, il y a un certain nombre de laboratoires sur site qui peuvent apporter quelque chose à ce domaine-là. Donc ça, c'est l'explication, on va dire, politique. Et dans les faits, depuis que ce Carnot a cette orientation, j'ai bien entendu ce qu'a dit Antoine Petit tout à l'heure. Il a tout à fait raison. Quand on s'intéresse au sport, en fait, on motive un certain nombre de chercheurs, parce qu'il y a plein de chercheurs, mais il y a plein de gens, globalement, qui font du sport à titre perso. Et c'est vrai qu'on sent bien que le fait d'aller vers le sport, ça motive aussi nos chercheurs. Ça, il y a un aspect purement du sujet qui fait qu'il y a une certaine motivation. Donc c'est aussi toute une dynamique qui se met en place sur le Carnot, parce qu'on sent que les gens, personnellement, ont envie de développer quelque chose, un projet dans le sport. Alors qu'ils font de la bioméca qui peut s'appliquer à autre chose, qu'ils font de la neuro qui peut s'appliquer souvent à autre chose. Chacun a une discipline qui n'est pas forcément du tout orientée sport, mais on sent très très bien qu'à titre personnel, le sport motive les personnes en se disant « Ah oui, mais moi, la nutrition, là, je fais de la nutrition depuis tant d'années. Si là, enfin, je peux faire un projet sur la nutrition du sportif, ça me motive à titre personnel. » Donc, il y a vraiment un aspect de motivation personnelle qui est très important, je trouve, dans ce sens-là. Et d'ailleurs, un moyen de s'en rendre compte aussi, c'est que, certes, Carnot Star, c'est le Carnot dédié au sport, mais dans les faits, donc dans 15 jours, on a été missionné par l'INSEP pour monter une animation dans un très très gros salon qui s'appelle Global Industry, et on a ouvert la possibilité à tous les autres Carnots de proposer des choses qu'ils pourraient faire, et en fait, ils sont très nombreux à avoir répondu. Donc on voit très bien que en fait, cette motivation sport, elle est majeure. Il y a énormément de personnes qui ont envie de travailler dans le domaine du sport. Donc ça, c'est un super sujet qui rassemble. Et voilà, on bénéficie de cette dynamique-là. Donc voilà, pour nous, il n'y a pas vraiment de... C'est notre fonction. Et le sport... oui, l'objet, voilà. C'était pourquoi la recherche partenariale. Nous, c'est notre fonction. Donc on va pas dire pourquoi. Dans le sport, voilà. Et le sport, parce que c'est très, très motivant pour un certain nombre de personnes d'entre nous. Vous avez tous, dans vos exposés, montré que c'est une histoire de longue durée. Est-ce que votre appréciation de la relation partenariale, les attentes, les besoins ont changé depuis le début de l'histoire jusqu'à aujourd'hui? Je vous laisse... Est-ce que c'est toujours la même... on est toujours à peu près sur le même paradigme de départ? On a vu avec Guillaume et Niels que finalement, ça a évolué. On est parti de la prestation de service à une première chaire, et les chaires, pour avoir suivi un petit peu ce qui se passait aussi à cette époque-là, dans cette collaboration, même la philosophie de chaque chaire a évolué. Donc, est-ce que vous, dans votre relation de longue durée, est-ce que vous avez vu ces évolutions, ou est-ce que c'est resté plutôt stable? Oui, Serge. Dans notre cas, je pense qu'on a une évolution assez nette en ce moment. En particulier, suite à une discussion qu'on a eue avec Niels, initialement, qui nous a fait remarquer que actuellement, un sportif, on l'a dit plusieurs fois, un sportif, c'est quelque chose, c'est un être compliqué qui interagit avec son corps, qui est complexe, c'est mieux que compliqué. Beaucoup mieux, complexe, qui interagit à la fois avec son corps, mais aussi avec le terrain et avec éventuellement un certain matériel. Donc le projet devient, enfin l'étude devient de façon inhérente totalement interdisciplinaire. Et ça, c'est ça qui est une clé, je pense, actuellement, c'est qu'il faut effectivement, pour répondre à un certain nombre de questions qui sont... Parce que bon, vous avez tous vu que maintenant... je pense qu'entre un médaillé et un non médaillé, on est à beaucoup moins que 1% de différence de performance. Hein. Les écarts sont hyper faibles. Donc, pour répondre à ce genre de performance, il faut vraiment s'intéresser à des questions qui sont hyper pluridisciplinaires. Et ça nécessite des constantes de temps qui ne sont plus les mêmes. Et je pense que ça, c'est une évolution très, très importante dans les dernières années. Et nous, là, on met en place des projets à long terme, interdisciplinaires, pour essayer de répondre à des questions posées par le domaine du sport. Merci d'avoir rappelé ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, du caractère pluridisciplinaire et multifactoriel de la performance sportive. Est-ce que là, oui, Claire?
Oui, ben, les connaissances aussi évoluent, les technologies évoluent, les innovations évoluent. Donc, une fois qu'on a caractérisé la performance, une analyse de la performance pour mieux entraîner, et après, on peut aller un peu plus loin aussi dans la recherche et les demandes aussi des fédérations évoluent également. Si je prends l'exemple de ce qu'on avait fait en travail avec mon collègue là ici, Julien Pichon, sur l'évolution du rugby à 7, pareil, dans le cadre d'une thèse de CIFRE, on avait essayé de caractériser l'activité sur le rugby à 7, mieux comprendre les profils des joueurs. Après, ça a évolué également. On était, ce qui je dis joueurs, dit garçons, qu'est-ce qui se passe chez les filles ? Donc voilà, il y a aussi des besoins d'individualisation, je reviens à cette remarque, mais là où on mettait tout le monde dans le même panier, les jeunes, les adultes, maintenant on est capable de différencier, et donc les besoins en recherche évoluent. Et puis comme on parlait aussi en termes de technologie, des nouvelles thématiques apparaissent aussi dans mon champ en tout cas en biologie, et donc il y a eu un projet de recherche mené avec des jeunes de l'équipe de France de moins de 20 ans sur d'analyses beaucoup plus poussées en termes de biomarqueurs qui peuvent être aussi des biomarqueurs à la fois de la blessure, donc des indications, mais aussi des biomarqueurs qui peuvent renseigner sur les adaptations à l'entraînement. Et donc c'était un des projets de thèse où nous on a été collaborateurs, on était plus en support par rapport aux demandes de la fédération sur l'évolution avec des biomarqueurs tels que les vésicules extracellulaires. Donc c'est un peu un gros mot, mais qui est sorti seulement en 2018-2019, qui n'était pas du tout un champ connu et qui était plutôt un champ réservé au développement de médicaments, plutôt dans le développement de cancer, de compréhension fondamentale, de recherche fondamentale, et qui là apparaissait dans le champ du domaine sportif. Il y a aussi cette évolution. Oui, je crois qu'il y a Serge qui veut rebondir. Oui, c'est juste aussi dans une évolution importante en ce moment, c'est tout ce qui concerne, donc là on est particulièrement centré là-dessus à Marseille, c'est tout ce qui concerne l'évolution de la sécurité du sportif et de sa santé. Donc ça aussi c'est tout un domaine nouveau dans lequel on a beaucoup de sollicitations sur les traumatismes du rugbyman par exemple, sur la protection du rachis, avec la FIA. Voilà, là il y a vraiment des fortes demandes, y compris industrielles, sur les aspects sécurité des sportifs. Sécurité et santé à long terme. Alain ? Oui, j'aimerais prolonger un petit peu ce que disait Serge sur le côté pluridisciplinaire. Et effectivement, je vois sur les 20 dernières années, au départ, on avait une recherche qui était vraiment très tubulaire. On avait la physiologie d'un côté, la psycho de l'autre, la bioméca. Les chercheurs entre eux ne se parlaient pas trop. Chacun avait sa méthode, un peu ses vérités. Et avec le temps, on se rend compte que les innovations, elles viennent vraiment du fait de décloisonner au maximum, apprendre à s'approprier un petit peu la méthodologie d'autres champs scientifiques. Et là, aujourd'hui, nous, à Besançon, on a créé donc, ce LabCom. Et le plateau technique s'appelle donc laboratoire, athlètes, matériel, environnement. Et on essaie de faire cohabiter donc, des entraîneurs, des athlètes, mais des spécialistes de physiologie, de psychologie, de biomécanique, de neurosciences. C'est pas facile au quotidien, mais on arrive à trouver souvent des résultats originaux. Or, pas forcément facile à publier, parce que quand on est vraiment à l'intersection de ces champs scientifiques, difficile de trouver des revues scientifiques et puis des experts capables d'avoir une vision aussi holistique. Mais on arrive quand même à trouver des niches et des domaines scientifiques et des choses un peu innovantes, justement en croisant les méthodes. Et ça, je pense que c'est une vraie évolution. Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, avec les capteurs embarqués aujourd'hui, on est capable maintenant de plus en plus d'aller sur le terrain du sportif, d'aller voir même ce qui se passe pendant la compétition. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une vraie évolution par rapport à ce qu'on faisait avant en laboratoire, avec toutes les limites qu'on connaît sur ce type de mesures. Merci. Pauline ? Oui, même constat pour les capteurs. Effectivement, de plus en plus... en fait, les outils, même que ça soit d'entraînement ou de compétition, permettent déjà de mesurer les athlètes. Donc, en fait, on commence à récolter de la donnée de façon extrêmement conséquente, ce qui permet aussi de l'analyser différemment, parce qu'on est dans le cadre de la compétition, parce que voilà, on est quand même dans j'allais pas dire le réel, parce que l'entraînement c'est du réel, mais on sait qu'il y a quand même une vraie différence. Après, pour rebondir sur est-ce que dans le temps ça évolue, alors je vais un peu reprendre les mots de la keynote juste avant, mais je crois que oui, parce qu'en fait on apprend à se connaître aussi. Et du coup, autant au début il y a besoin de créer cette confiance. Après, quand on se connaît, on devient aussi un tout petit peu plus audacieux.
au début, bon, on se dit ok, on va comme ça. Enfin, je sais pas, mais en tout cas nous, ça s'est passé comme ça avec les partenaires qu'on avait, c'est-à-dire qu'on a fait un socle extrêmement fort où on a ouvert des sujets qui n'étaient plus enfoncer des portes ouvertes, mais vraiment des sujets de recherche, soit clinique, soit de validation. Et puis très audacieux parce que personne ne l'avait fait. Et à partir de ça, d'autres partenaires se sont rajoutés parce que dans cet écosystème, c'était facile. Alors, je rejoins le constat du sport qui fédère. Alors, en plus, nous, on a un animal, alors ça fédère encore plus. Enfin, le sport et le cheval, c'est quand on trouve un chercheur qui aime les deux, ça match à chaque fois. Et en fait, c'est aussi parce qu'on apprend à se connaître que ça change. Et ça, c'est effectivement, c'est devenir audacieux dans le temps, en fait, je pense. Benjamin, le point de vue de l'entraîneur national. Tu rappelais tout à l'heure qu'on avait 20 ans qu'on se connaît depuis 20 ans. Et mon histoire avec le triathlon avait commencé avec Franck Mignet, encore avant, l'ancien DTN, quand il était mon étudiant en maîtrise. Donc je peux dire que ça évolue en effet sur le temps. Oui, il y a des choses qui évoluent et puis il y a d'autres choses qui n'ont absolument pas évolué. C'est l'exigence quand on est sur du coup l'accompagnement d'équipes de France olympique ou paralympique, en fait, il y a un degré d'exigence qui est extrêmement élevé par rapport à l'impact, notamment sur la capacité de performance, ou en tout cas, d'une certaine façon, on va dire le confort. Il n'y a pas longtemps, dans le cadre des BPR, on me proposait des super projets de recherche où il fallait faire déplacer tous les Olympiques et les Paralympiques dans de très jolies régions, d'ailleurs, que je ne citerai pas, mais qui était juste inenvisageable parce qu'on ne déplace pas des athlètes olympiques et paralympiques, quand bien même l'enjeu peut paraître du point de vue scientifique comme étant extrêmement intéressant. Mais c'est ce juste milieu entre la simplicité, parce que l'un des facteurs les plus impactants en matière de performance et qui nécessite d'être toujours un peu à la pointe en matière de recherche, c'est bien dormir, bien manger, bien s'entraîner. Et finalement, sur ces sujets assez évidents, on a des basiques, des fondamentaux qu'il faut toujours aller re-questionner parce qu'il y a un point clé qui est celui de changer les cultures dans le sport. Et ce culture, croyance, quand quelque chose s'est bien passé, voilà le petit bisou de maman avant le départ pour une course et je gagne, il va falloir qu'elle fasse le même au même endroit, faut pas qu'elle se trompe de joue. Et ça c'est pareil quand j'ai fait une bonne préparation dans ces conditions-là. Voilà, c'est difficile. Alors tant mieux quand on a un centre de préparation comme le CNEA à Font-Romeu et l'altitude, mais voilà, il est parfois difficile d'impacter ça, et surtout du coup d'avoir un impact sur les pratiques professionnelles des sportifs et des entraîneurs. Donc cette simplicité et puis voilà, la complexité. Moi j'ai très rapidement des sportifs qui vont demander d'aller dans des micro-détails ou dans des choses qui sont extrêmement importantes pour eux. Tiens, le textile, la combinaison du matériel avec l'impact sur la performance. On pose des questions et je suis toujours très, très, très curieux et très intéressé d'aller répondre, de nourrir les besoins des sportifs et des entraîneurs là-dessus. Mais quand vous vous apercevez qu'effectivement il y a 5 heures par jour passées sur la PlayStation, c'est dommage, on va aller dépenser des centaines de milliers d'euros sur un champ quand finalement les fondamentaux ne sont pas respectés. Donc c'est ce juste équilibre. Et je l'illustrerai sur un plan qui montre la complexité de la performance. On se pose beaucoup de questions dans le triathlon sur comment est-ce qu'on peut gagner les médailles et gagner les Jeux Olympiques à la maison, notamment par le fait d'avoir beaucoup des triathlètes qui sont très portés sur l'avant de la course. Et comment est-ce que éventuellement les 3 jeunes femmes ou les 3 jeunes hommes vont pouvoir collaborer à vélo pour pouvoir faire la plus grande performance et éventuellement faire en sorte que les concurrents étrangers soient plutôt derrière. Et donc cette position à vélo, il y a un traitement qui peut être fait d'un point de vue biomécanique à court terme, la performance là dans l'instant de pouvoir optimiser le CX, la puissance développée, etc. Je vais pas aller dans le détail, mais elle est aussi biomécanique avec un effet rebond plus tard. La performance en course à pied après pouvoir avoir alimenté une performance sur la partie vélo. Mais elle est aussi psychologique à court terme. Tiens, est-ce qu'il faut qu'on se mette tous les 3 les uns après les autres dans un optimal biomécanique, physiologique par rapport à ce qu'on va pouvoir impacter en termes de vitesse de déplacement, ou est-ce qu'il est en termes de message qu'on renvoie, l'effet placebo ou en tout cas aussi ces effets un petit peu d'impressionner l'autre aussi ils sont extrêmement importants. Bref, tout ça pour voir que c'est un beau bazar dans tout ça. Il faut être capable en tant que personne qui a
des leaders en matière de perf, de faire le tri, le ménage dans tout ça, pour pouvoir aussi apporter de la sérénité à ces sportifs, parce que des sollicitations, vous imaginez bien qu'elles sont très multiples. Et puis un dernier éclairage sur le fait qu'on n'est pas changé dans le temps, on demande des réponses très rapides et très rigoureuses, et quand il y a quelques années, des équipementiers sortent les chaussures carbone, de suite il faut désosser ça, voir ce que ça donne, est-ce que ça permet d'être plus performant, et puis de suite les entraîneurs, pas les athlètes, vont dire mais c'est quoi l'impact éventuellement sur les blessures, parce qu'on a découvert des blessures qui ont été finalement 2 ans, 1 an et demi, 2 ans après, beaucoup de fractures de fatigue au niveau du bassin, etc., avec finalement des chercheurs qui vont nous dire j'ai besoin de temps, donnez-moi du temps pour que je puisse vous produire des choses d'ici 18, 24, 36 mois, quand il y a des sportifs qui sont prêts à claquer la porte d'un équipementier qui est un gros financeur pour eux, pour aller acheter les chaussures de l'autre qui va bien. Bon, depuis, ça a changé un peu, Nike, Adidas, demain, pourquoi pas avec grand plaisir Decathlon comme l'un des leaders de ce petit impact sur la performance, mais qui peut avoir des grandes conséquences. Merci Benjamin. Tous et toutes, vous avez parlé de cette relation de confiance qui s'installe, mais souvent, alors vous êtes convaincus de la recherche partenariale, mais si on voulait convaincre quelqu'un de s'engager dans la recherche partenariale, quels sont les conseils que vous donneriez pour choisir son partenaire, Pauline ? Ses partenaires, je crois, ou ses partenaires. Alors, nous, on s'est appuyé bêtement sur les clusters. En fait, dans le monde du sport, nous, on a un pôle de compétitivité qui s'appelle Hippolia. En fait, c'est souvent des personnes qui connaissent cet écosystème de la recherche, qui connaissent très bien les industriels, les fédérations, les laboratoires de recherche. Et au tout début, en fait, l'IM s'est appuyé sur ça en disant, OK, on a besoin de ça, qui pourrait répondre. Le pôle de compétitivité a vraiment été un bon appui pour ça. L'autre appui, c'est qu'ils aident à monter les dossiers et à chercher de l'argent aussi, c'est pas négligeable. Et donc voilà, donc nous on a commencé par ça, et puis après c'est au gré des différents projets qu'on a ouverts, des personnes qu'on a invitées dans des jurys qui font que en fait ils s'intéressaient, et c'est comme ça que c'est monté ces partenariats. Mais au tout début, moi je conseille plutôt alors voilà, il y a plein de choses qui existent. En fait, surtout dans le domaine du sport, il y a plein de clusters qui existent. Il y a un truc sur les sports d'extérieur. Enfin, il y a vraiment plein de choses, et c'est des personnes qui sont très compétentes pour vous aiguiller. Et après, alors, nous, on n'a pas vraiment commencé par de la prestat de service. On a plutôt commencé par des stages, etc. Parce que c'était un bon moyen de tester si on était capable, pendant 6 mois déjà, d'accompagner un stage de master, et de voir si voilà, cette façon de travailler, on était capable de l'intégrer. Et puis après, on est passé sur des chiffres. Et ça marche bien. Enfin, en tout cas, nous, ça a bien marché. Merci. Claire, alors comment choisir et comment conseiller de choisir le meilleur partenaire, notamment dans le monde sportif? Oui, je ne sais pas si j'ai la réponse. Mais il y a tout d'abord une construction d'une relation de confiance, voilà, de rencontrer, quand vous faites du réseau, des journées comme aujourd'hui peuvent aussi amener à se connaître, à rencontrer sur des colloques, aussi sur des publications, puisqu'il y a aussi maintenant de plus en plus de sport scientists, et donc vous l'avez fait vous-même, de pouvoir rencontrer des gens qui évoluent du master après vers la thèse, et donc qui participent à ces diffusions de connaissances, et donc d'après de pouvoir identifier des partenaires en fonction des thématiques et des besoins sur lesquels on souhaite travailler. Donc c'est aussi une connaissance scientifique, mais aussi sportive, donc d'apporter les deux, que les partenaires connaissent bien les définitions du monde sportif et scientifique, pour construire tous ces savoirs, et avoir, comme vous le mentionnez tout à l'heure, le vocabulaire aussi commun pour pouvoir se parler et se comprendre dans ces collaborations. Et puis après, de faire des cartographies, et comme vous le disiez aussi, de décloisonner ce monde, de séparer les mondes de la biomécanique, de la psycho, de la physio, mais plutôt d'aller dans un domaine où on va travailler ensemble maintenant, et donc d'aller faire appel à des experts, de faire des tours de table, des réunions, des rencontres, et d'évoluer vers ces aspects de cartographie interdisciplinaire. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être utile pour amener à des informations, développer des connaissances dans le domaine des sciences du sport. Et puis, j'irai aussi vers le développement. Alors ça, c'est plutôt ma lunette d'enseignant-chercheur, c'est de démarrer un projet en apprenant à se connaître, et puis de placer au centre un étudiant de master qui peut, dans le cadre d'une ébauche de projet partenarial entre
fédération, un partenaire industriel ou puis un laboratoire, de commencer par un état des lieux. On parlait de revue de littérature, d'état de l'art, de la connaissance. Donc d'aller vers un état de l'art en Master 1, et puis après, une première question d'application. Tout à l'heure, les collègues mentionnaient un stage de Master 2, ça se fait sur 6 mois. Là, on commence à évoluer, à mieux se connaître, et puis top ou encore, hein, voilà. Et puis après, si ça se passe bien, et si on voit qu'il y a des intérêts pour tous, on se connaît, et puis on engage un processus de construction d'un projet de thèse, qu'après on soumet à la NRT. On sait si c'est accordé. Bon, Benjamin, quel conseil donnerais-tu, je dirais, à un entraîneur ou une fédération pour aller choisir un partenaire scientifique ou industriel? Et le premier point, c'est clair, dans le monde du sport, ça marche comme ça. De toute façon, c'est le bouche à oreille. Très clairement, ça fait sourire mes collègues de l'INSEP. On se croise, on va discuter parce que je sais que toi, dans ton sport, tu es performant. Tiens, tu as essayé quelque chose, avec qui tu bosses. Et puis, on va de suite avoir pros and cons de cette personne, cette structure. Et puis, c'est comme ça que ça se fait. Alors, ça va très vite dans un sens comme dans un autre. Hein, et du coup, quand on est chercheur qui répond aux besoins d'équipes de France performantes, du coup, on va travailler avec beaucoup de sports. Et au bout d'un moment... finalement, c'est ce que nous a amené triathlon. On n'a pas forcément les moyens d'autres camarades, d'autres disciplines. Je pense à d'ailleurs un étudiant brillant que tu as connu, qui est maintenant du coup dans le football, parce que pentathlon, triathlon, natation, et puis après, à un moment donné, quand on est bon et qu'on va dans des sports qui sont un peu plus rémunérateurs et qu'on avance dans la vie, on a d'autres envies, donc c'est là où ça se limite. Ça m'a fait sourire quand Claire évoquait la question du vocabulaire commun, parce que j'ai une anecdote encore délicieuse sur en 2012, on va sur le test event de VTT. Il y a un brillant chercheur qui a des publications de renommée mondiale sur la nutrition qui pose la question à une jeune sportive de 19 ans sur « mais toi, l'osmolarité de ta boisson ?» Et moi, je me marre parce que je la connais très bien. Et du coup, je vois que dans ses yeux, elle n'est plus là. Et elle répond à ce brillant chercheur qui, du coup, on n'ira plus très loin avec lui, puisque c'est un des points clés pour moi, c'est le savoir-être et l'humilité. Très clairement, c'est le point que j'insiste beaucoup auprès des chercheurs ou des étudiants qui interviennent sur ce sujet-là. Il faut accepter que des personnes moins savantes, en tout cas sur souvent un des facteurs clés de la performance sur lequel on est, quand je travaille en cyclisme sur piste, la biomécanique, c'est un facteur clé. On peut être le meilleur chercheur mondial, il faut juste accepter que quelqu'un d'autre, moins savant que nous, va prendre des décisions qui peuvent paraître parfois pas les bonnes. Sauf que ça lui appartient pas, c'est pas l'endroit dans lequel j'interviens. Et là encore une fois, j'ai un exemple avec un chercheur de renommée mondiale avec qui on s'est arrêté de travailler parce qu'il allait échanger directement avec le sportif sur ce qu'il fallait qu'il fasse. Ça, c'est le travail de l'entraîneur. Donc chacun a sa place. Et alors on va un tout petit peu plus loin, mais d'accepter aussi, on parlait tout à l'heure des temps, parce que tu m'as ramené quelques années en arrière, mon cher Yannick. Pour les passionnés de triathlon, il doit y en avoir 2 ou 3 dans la salle peut-être, maximum, ou en tout cas 1. Mais c'est celui qui a le micro, désolé pour les autres. Et ça ne parlera pas de rugby, mais bon, il est parti, le vrai sport. En 2023, sur le test event, Dorian Coninx fait 3e sur cette épreuve. Il se présélectionne pour les Jeux. Et puis, un mois plus tard, il est champion du monde parce qu'il court avec sa montre. Sa montre pour lui donner le rythme, le pacing. Voilà. Le pacing, c'est le sujet de recherche de Yann Lemer en 2006-2008. Avant qu'il soit footballeur, ça ? Avant qu'il aille sur le football. Donc, entre 2008 et 2023, il y a 15 ans, ça c'est pas 15 ans, c'est le temps qu'il faut pour changer une culture, pour impacter les pratiques professionnelles. Et aujourd'hui, en tout cas pour ce sportif et son entraîneur, c'est une évidence. Maintenant il court sans montre, il intègre le fait de courir à 20 km/h, il le sait, mais voilà, il nous a fallu plus de 15 ans pour qu'une thématique relativement simple comme la stratégie d'allure et essayer d'être le plus stable en termes d'allure, ce qui va être une surprise pour personne, ça semble être un lieu commun, ça il va falloir du temps pour pouvoir l'impacter. Donc de gérer ça et de rester du coup très humble parce que parfois Yann ne sait même pas que finalement Dorian a couru grâce au savoir produit par le travail qui a été fait 15 ans plus tôt, quoi. Donc
Voilà, le savoir-être, l'humilité, la rigueur, c'est les éléments que les entraîneurs qui sont dans la salle, il y en a peu, il y en a beaucoup qui sont sur les pistes ou autour des bassins ou ailleurs, vont réclamer comme étant le minimum essentiel, quoi. En tout cas, c'est ça qui est un des facteurs de performance. Merci Benjamin. Ça me fait penser que vous n'avez pas, Benjamin, en évoquant cette relation entre l'entraîneur, le scientifique, voire le partenaire industriel, tout à l'heure vous ne l'avez pas évoqué dans les évolutions avec le temps. Guillaume et Nils en ont parlé, on voit que Guillaume et Nils, ils ont une relation horizontale. Alors pour ceux qui sont là dans le milieu depuis un certain temps, avant la relation elle était assez verticale. C'est-à-dire que le scientifique, il était prédictif. C'est vraiment une vision positiviste. Je vais te dire ce que tu vas faire parce que moi, je sais. Et aujourd'hui, ça a complètement changé. D'ailleurs, ça ne marche pas. Ce qui a créé le décalage entre les scientifiques et les sportifs pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, ça a complètement changé et on le voit dans vos interventions. On est vraiment, et c'est nécessaire, sur une relation. La relation partenariale doit être horizontale. Elle ne doit surtout pas être verticale. Et tu l'as rappelé avec ton exemple. Serge. Ouais, donc l'exemple, justement, ça fait un bon lien avec ce que je voulais dire sur le choix. Donc là, moi, je ne veux pas parler du sportif parce que je connais un peu moins la relation directe avec le sportif, mais plutôt avec globalement du partenarial. Moi, je vais oser faire, pour moi, enfin, toutes les relations que je connais qui fonctionnent, je vais faire une relation, enfin, un lien direct avec une relation de couple. C'est-à-dire que si vous choisissez votre partenaire, généralement, il faut déjà qu'il y ait une assurance mutuelle. C'est la première des choses. L'assurance mutuelle, ça veut dire déjà que vous allez éviter de travailler avec un industriel qui ne veut pas entendre parler d'un académique, comme vous allez éviter de trouver un chercheur qui ne veut pas entendre parler d'un industriel. Et il y en a. Donc déjà, il faut que ça matche. Donc ça, on est dans la même chose que pour un couple. Et après, effectivement, un couple, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous avez tous, enfin, j'imagine, cette expérience. Vous savez très bien qu'il faut un certain temps pour apprendre à se connaître, pour pouvoir se parler, pour pouvoir se comprendre. Donc il y a tout l'historique. Donc c'est là qu'on commence à parler de cette notion de confiance, mais qui arrive, elle n'est pas spontanée. C'est pas le premier jour qu'on a la confiance, y compris en couple. Il faut du temps. Donc avec le partenaire, c'est exactement le même mécanisme. Donc il faut déjà une attirance, ensuite que la relation s'installe, et après, effectivement, on arrive effectivement bien à cette notion d'horizontalité. Parce que si ça s'est construit comme ça, il n'y en a pas un qui pilote l'autre. Il y en a toujours un qui a une sensibilité différente de l'autre, mais c'est pas un qui pilote l'autre. Et donc, en fait, toutes les relations que je connais partenariales, donc moi je travaille depuis 17 ans avec une PME, en fait, on est exactement dans une relation humaine avant tout, et tous les partenariats que je connais qui durent, il y avait une question tout à l'heure de comment on passe de la presta à la relation de longue durée, ben en fait, comme on passe d'une copine d'un jour à un couple marié. C'est-à-dire que des fois ça se passe bien et puis des fois ça se passe mal. Mais voilà, quand ça se passe bien, il y a eu plein d'étapes et on ne grille pas les étapes. En fait, je pense que là c'est pareil. Quand on rencontre un industriel ou un industriel rencontre un académique, il faut vivre tout ça. Et tu l'as dit, Nils, je crois. Voilà, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'apprendre à se connaître. Et puis on voit si ça match. Et si ça match, souvent les choses se font naturellement, comme en couple. Je pense qu'il y a vraiment une grosse analogie entre les deux. Et en termes de temporalité, j'ai quand même bien noté la diapo de Nils, elle m'a bien plu, qui montre qu'il a fallu 7 ans pour faire un masque. Finalement, nous, on fait 2 ANRS dans la même période. Donc finalement, c'est pas toujours l'industriel qui est le plus rapide. Merci, merci Serge. Alors dans toute table ronde, il y a un temps important pour les questions. J'ai juste une question à tous et à toutes, si vous pouvez faire une réponse rapide. Quel est pour vous le principal frein à une relation partenariale dans le domaine du sport ? Alain. Question non préparée, mais non, je crois qu'on a évoqué la notion de temps, c'est vrai. On n'est pas du tout sur le même calendrier, on l'a vu. On a besoin de temps en recherche. Après, ce qui peut peut-être changer les choses, on l'a peut-être pas évoqué jusqu'à maintenant, on en parle beaucoup, c'est l'IA, qui va peut-être réduire un petit peu ces délais. Je sais qu'il y a certaines fédérations qui ont la capacité aujourd'hui d'analyser, traiter des données, je pense en particulier en natation, et restituer un bilan extrêmement précis en quelques minutes. Et enfin, moi personnellement, il faut plusieurs mois pour arriver à ce résultat. Et je pense que ça, c'est peut-être un élément qu'il va falloir intégrer prochainement, qui pourra peut-être rapprocher d'ailleurs le partenaire du chercheur, si on a de nouveaux outils qui vont nous permettre de gagner du temps.
Il faudra faire attention à ce que l'IA ne devienne pas prédictif comme le scientifique était prédictif avant. Claire. Oui, c'était aussi ce qu'a souligné Benjamin sur la posture de l'étudiant, notamment l'étudiant CIFRE, faire attention à ne pas être dans la condescendance et justement dans l'humilité. Et ça, je pense que c'est très important de le rappeler, la place de la recherche, la place que doit prendre la recherche, ni trop ni moins, pour l'accompagnement des fédérations, être vraiment vigilant à ça, puisque sinon on peut perdre les entraîneurs, soit les entraîneurs trouvent que ça prend trop de place, ou au contraire, ceux qui... d'autres qui peuvent avoir un désintérêt pour la recherche. Donc vraiment trouver ce juste milieu, d'être gagnant-gagnant et que tout le monde trouve sa place dans cette construction partenariale Labo Académie Fédé. Et puis après, moi j'identifierais aussi les missions qui peuvent être conduites par un étudiant CIFRE et qui ne soient pas accaparées par toutes les missions qu'il peut y avoir au niveau de l'entreprise et que ça le détache sur le travail de recherche. Donc vraiment, là encore, trouver un équilibre entre l'accompagnement dans le travail de recherche et les missions au sein de la fédération. Pauline ? Parler tout à l'heure, c'est comprendre administrativement et logistiquement comment l'autre fonctionne. Alors ça peut paraître complètement fou, mais moi, savoir que l'université ne peut pas passer commande entre octobre et janvier, ça vous fait sourire, mais en tant qu'industriel, c'est un truc qui était pour nous complètement fou. Alors j'entends que ça fait rire les gens, mais c'est un très bon exemple qu'on n'a pas du tout le même fonctionnement. Les signatures vont pas prendre le même temps. Ça sera pas les mêmes personnes qu'il va falloir. Des fois le bureau il est à côté, mais ça peut mettre. Et là, attention, hein, je dis pas ça pour. Je veux dire, on a aussi d'un point de vue industriel nos défauts. Mais en fait, quand on se positionne de l'autre côté, c'est chacun doit apprendre comment administrativement l'autre fonctionne, parce que je vous en parle parce que le premier contrat de collaboration qu'on a réalisé autour de la thèse, en vrai ma thèse aurait pu ne pas avoir lieu parce qu'on avait dépassé les délais sur ok, mettons-nous d'accord au départ vu que c'est 9 mois après la première embauche, etc. Enfin c'est bête, mais c'est une bonne base de départ, et ça a été un gros frein au tout départ, mais maintenant on sait et j'ai compris comment ça fonctionnait. Merci de le rappeler. C'est vrai que la gestion de la propriété intellectuelle, c'est un vrai sujet quand on fait de la recherche partenariale. Serge ? Moi, je reste sur la même ligne que tout à l'heure. Moi, je maintiens que la relation est essentiellement humaine et qu'à partir du moment où, ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure, même sur les juristes, à partir du moment où le chercheur et l'industriel s'entendent particulièrement bien, ils sont capables, y compris, d'aller motiver leurs juristes à faire des efforts. Donc pour moi, c'est surtout l'humain qui prime, et les échecs que je connais sont aussi des échecs humains. Merci. Benjamin ? Oui, l'un des freins pour moi dans la dimension durabilité, pérennité, et puis surtout le fait que ça imprègne, j'ai beaucoup insisté sur ce terme, les pratiques professionnelles des uns et des autres par l'émergence de ces savoirs, c'est d'avoir un pivot, un point d'appui au sein des staffs, des équipes d'encadrement qui puissent du coup avoir un pied dans ces deux mondes, si je le réduis au monde de la recherche et au monde de la haute performance. Enfin voilà, je commence à avoir une petite expérience professionnelle maintenant, près de 20 ans là-dessus. À chaque fois qu'il y a eu une absence de pivot, ça a été beaucoup moins performant, beaucoup moins durable, beaucoup moins pérenne et moins impactant. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça peut marcher, mais du coup, si on veut des love stories, que l'histoire dure longtemps et puisse être très fructueuse, avoir beaucoup d'enfants, pour avoir cette fin-là, à mon sens, il faut ces pivots qu'on voit de plus en plus développer avec ces sport scientists, on a des noms très très différents. Peut-être besoin déjà, on sait qu'on est sensible à la francisation de ces noms, mais en tout cas voilà, moi je dédie dans mon encadrement une personne qui est du coup reconnue par ses pairs parce que c'est un frère, du coup qui puisse aller s'acoquiner, passer du temps et comprendre et finalement être le traducteur, celui qui va s'assurer de bien rentrer dans tout. J'ai envie de dire dans tous les espaces qu'il faut, et merci juste avant à Pauline d'avoir rappelé ce point qui peut sembler très très secondaire, mais qui est parfois extrêmement crispant et limite finalement la relation. Bien, je me retourne vers Violette. Je crois qu'on a un petit peu de temps pour des questions, non, c'est ça? Donc des questions. Alors je sais pas. Oui, il y en a une.
Bonjour, Amandine Astalion, je suis au CNRS. J'ai apprécié énormément vos débats. Mais pour moi, il y a deux types de recherche partenariale dont vous avez parlé. Il y en a une avec un partenaire qui va être une fédération qui a pour objectif le champion. Enfin, il y en a plusieurs souvent, mais quand on vise le champion, il n'est pas pareil que son voisin. Donc, on va chercher une personne. Et puis, la recherche partenariale avec un industriel qui, lui, a quand même pour but de gagner de l'argent. Et avec qui, enfin, de mon expérience de mathématicienne, pas dans le domaine du sport, avec des partenaires industriels, si vous allez voir des grands partenaires comme Adidas, Nike ou des gens comme ça, enfin, je ne sais pas dans le domaine du sport, excusez-moi pour le concurrent, enfin, moi, de ce que j'ai entendu en direct du PDG d'Adidas, c'était mon père est chercheur, mes frères sont chercheurs. Moi, j'ai fait du marketing. J'ai un peu honte, mais chez Adidas, on a 90% d'argent dans le marketing et 10% d'argent dans la recherche. Parce que ce qu'on cherche, c'est vendre un produit. Et très franchement, ils se moquent que le produit il soit à 20% correct ou pas. Ce que j'ai toujours entendu dire aussi, c'est que ce n'est pas le cas de Decathlon. C'est bien rattrapé, bien rattrapé. C'est certainement pour ça que Decathlon est invité ici au CNRS, c'est qu'on n'a pas Adidas et Nike. Mais voilà, le sens de ma question est, en tant que chercheuse CNRS, je m'imagine comment ça se passe avec un partenaire qui est une fédération avec un champion, mais beaucoup moins comment on peut aller vers de la recherche partenariale avec un industriel dont le but n'est pas forcément la correction scientifique. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des expériences là-dessus et qui vont réagir. Juste, je vais passer la parole à Pauline. Il y a même une relation triple, hein, c'est-à-dire entre les académiques, l'industriel et la fédération sportive, de plus en plus. Et il y a beaucoup de chaires industrielles dans les universités. Il y en a beaucoup de plus en plus au CNRS d'ailleurs. Je vais répondre pour la partie industrielle. En fait, nous, on fait des choses triptyques comme ça. En fait, ce qu'apportent les fédérations, ou même les athlètes, hein, parce que nous, du coup, les athlètes de haut niveau et ceux qui participent au championnat du monde et au JO montent dans nos selles, en fait, le fait de les intégrer nous permet à terme, effectivement, de déployer des nouveaux outils. On est hyper individualisé pour, je ne vais pas les citer, mais pour ceux qui vont aller faire les JO de Paris, on a mis à disposition de la fédération des outils d'aide diagnostic pour les vétos, pour qu'eux suivent leurs chevaux, etc. Donc, c'est des partenariats sur le long terme où, derrière ça, notre objectif, c'est pas de vendre l'outil. On l'a mis à dispo pour que le couple cavalier-cheval, il récolte des médailles, et voilà. Et c'est vraiment, cet outil-là, il était plutôt destiné aux vétos. On a voulu s'intégrer dans un partenariat comme ça, on l'a mis à disposition pour pouvoir éviter que les chevaux, ce qu'on dit dans notre jargon, tête avant les JO. Mais en fait, c'est pas du tout antinomique. La fédération est venue nous voir sur les chevaux de voltige qui avaient des problématiques de dorsalgie terribles. Ils nous ont dit comment on peut solutionner ça. On a développé un produit que eux utilisent et qui est utilisé partout dans le monde. Donc notre objectif derrière ça, on a répondu à un besoin. Alors effectivement, on le vend. Mais la voltige, alors pourtant on veut dire l'équitation c'est tout petit, mais alors la voltige c'est encore plus petit, on l'y est allé pour la performance sportive, pour le bien-être du cheval. Je pense qu'il faut faire attention à pas faire un amalgame complet sur l'industriel qui veut absolument tirer de l'argent, etc. C'est vrai, parce que c'est comme ça qu'on vit, mais les universités aussi, hein, enfin je veux dire, tout le monde a besoin d'argent pour vivre. Après, ces projets de recherche, ils sont en parallèle de projets de développement. Et c'est pas du tout antinomique en fait, vraiment pas. Serge, tu voulais compléter parce que c'est. Moi, ce que je dirais, c'est que en fait, ce qu'on fait, en particulier dans les Carnot, on évite d'aller voir dans les grands groupes les gens du marketing. On essaye de viser les gens de la R&D. Et c'est pas les mêmes, et c'est pas les mêmes personnes. Et même chez Nike, je pense qu'il y a des gens en R&D qui, s'ils rencontrent un scientifique qui leur parle d'un problème qu'ils ont, vont les écouter. Donc en fait, chez Adidas, ils sont 3 en R&D dans le monde, 3 personnes. Oui, ben voilà, à ce moment-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on cherche à avoir une relation avec quelqu'un, il faut une attirance mutuelle. S'il n'y a pas d'attirance de leur côté, il faut changer de boîte. Comment choisir son partenaire? C'était une des questions qu'on a posées. C'est ça. Il y a des moments, si vous voyez que ça ne peut pas matcher, voilà, passez à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, Vincent.
C'est pas forcément une question, c'est deux commentaires sur lesquels éventuellement vous pourriez réagir. Le premier, je pense que c'est un petit peu par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Alain. Je pense qu'on est encore au stade de la pluridisciplinarité et pas encore de l'interdisciplinarité. Et dans ce sens-là, probablement qu'effectivement, l'intelligence artificielle peut nous aider, non pas pour fournir des données prédictives, mais plutôt pour mélanger toutes ces données et arriver à essayer de les combiner pour proposer, je dirais, différents scénarios. Et donc, de ce point de vue-là, ça c'est le premier commentaire que j'ai. Et la question qui est derrière, c'est est-ce qu'il faut toujours, parce que ça a été dit à plusieurs reprises, vouloir répondre à tout prix aux questions qui viennent du terrain. Et mon deuxième commentaire, c'est que je suis complètement d'accord sur le fait qu'on est dans une logique, on devrait être dans une logique horizontale. Il n'empêche quand même que dans les propos, je suis un petit peu provocateur, mais j'ai entendu parler du chercheur qui n'était pas assez humble et qui se mettait pas à la hauteur d'eux, mais j'ai pas entendu parler de l'entraîneur ou du milieu sportif qui cherchait à comprendre quelles étaient les problématiques, les limites, les difficultés que pouvait avoir le chercheur. Donc je pense que là aussi, c'est pour ça que j'ai dit que c'était un commentaire, on a encore un peu de chemin à faire pour qu'on soit réellement dans une relation horizontale. Juste pour répondre là-dessus, moi je n'ai pas pris la parole pour pas trop l'accaparer, mais tout à l'heure sur cette dimension horizontale, je pense qu'il qui est une réalité dans un certain niveau de relation, mais vous avez dû le sentir dans ma prise de parole. Pour moi, elle est verticale, elle est assumée et extrêmement intéressée et hyper égocentrée. Il y a une seule chose qui m'intéresse, c'est la performance des équipes de France de triathlon. La production de savoir, elle m'intéresse aussi parce qu'elle va être bénéfique dans ma mission pour finalement que le triathlon puisse rayonner. Mais ce n'est pas l'objectif initial. On me demande des médailles. Et des médailles dans un cadre éthique, du coup, avec une capacité à se projeter, à en faire plus durablement. Donc, in fine, moi, j'anime la relation quand parfois j'ai des chercheurs qui disent « Tiens, super, c'est un superbe objet de recherche, on va pouvoir faire des beaux papiers ». Le premier article dans la convention, c'est non-publication de données. Donc, où on n'est pas vraiment dans quelque chose d'horizontal. C'est certain. Juste pour rebondir là-dessus, si je peux, c'était pas tout à fait le sens de mon propos. C'était aussi l'idée qu'il peut y avoir des idées, des propositions, des solutions qui viennent du monde de la recherche et qui, enfin, j'ai plusieurs exemples en tête, je ne vais pas les aborder ici, mais dont je vois bien que ils franchissent pas le pas de l'acceptation par le milieu sportif parce que on comprend pas à quoi ça pourrait servir, on voit pas le lien direct, etc., etc. C'était plutôt dans ce sens-là que j'évoquais le problème. C'est pour ça que pour moi, ce rôle de pivot que j'évoquais tout à l'heure, dès qu'il y a quelqu'un qui est moins dans une relation très directe à la performance au quotidien, l'entraîneur qui accompagne les sportifs, ce pivot entre les différents mondes et notamment celui de la recherche et de la haute performance peut du coup avoir ce recul pour se dire tiens, il y a intérêt à alimenter, à faire un travail de recherche on va dire au long cours pour se dire tiens, qu'est-ce qui va sortir un petit peu de ça pour avoir cette veille aussi scientifique. Quand tout à l'heure on parle de l'IA, des drones, aujourd'hui l'apport aussi par exemple de ces drones pour pouvoir apprécier les mouvements dans un sport sociomoteur comme le triathlon, c'est extrêmement riche et intéressant et pour le moment on est à des années-lumière de cela et forcément quand on voit pour avoir fait beaucoup d'analyses vidéo au cyclisme, combiner puissance de ce que l'on peut voir et aujourd'hui le travail, les derniers papiers de l'équipe, ça plaira beaucoup du côté du CNRS sur l'analyse des matchs de tennis de table et la rapidité de traitement, oui, c'est sûr que ça va encore plus rapprocher nos mondes, encore faut-il qu'on ait ces personnes pivots pour pouvoir décrypter, questionner et s'assurer de la fiabilité de ces éléments et que ça puisse, encore une fois, impacter les pratiques professionnelles parce que parfois les entraîneurs vont être étanches à des propositions, des choses qui vont leur sembler complètement folles finalement ou ésotériques ou se dire mais ils ont vraiment rien compris. C'est pas grave, c'est pas avec ceux-là qu'on va travailler. On va travailler peut-être avec des entraîneurs d'espoir, des entraîneurs qui sont peut-être pas directement sur la production des plus hauts niveaux de performance, mais qui vont permettre d'avoir des laboratoires extrêmement riches et intéressants pour pouvoir justement se nourrir de ce qui vient du monde de la recherche. Oui, quand je parlais de relation horizontale et quitter la relation verticale, c'est celle qui existait entre le scientifique et l'entraîneur. Le scientifique en tant que sachant et qui disait voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Le fait que la performance sportive soit au cœur et ce soit le plus important, pour moi, c'est pas un problème vertical. Alors tout à l'heure, vous évoquiez, Madame, l'exemple des Jeux de Londres et de l'environnement scientifique. Là, je pense qu'il y a des bonnes pratiques à aller voir parce que la relation partenariale
entre scientifiques et entre tous les acteurs, en tout cas tous ceux qui sont autour de la performance sportive dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire en Angleterre ou en Australie, c'est un modèle qu'il faudrait peut-être développer un peu plus, parce que lui, l'ensemble du staff est bien au service de la performance. Benjamin, tu connais ça parce que c'est des choses qu'on avait essayé de mettre en place aussi. Et là, on est bien sur une relation horizontale avec la performance qui est au centre. Et voilà, je pense que c'est des modèles sur lesquels on pourrait aller. Et certainement, le modèle aussi du succès de l'impact, je dirais, de l'investissement scientifique qu'il y a eu au moment des Jeux de Londres, c'est qu'ils n'ont pas non plus les mêmes façons de fonctionner entre eux. Il y a une question là-bas au fond. J'avais une question plutôt pour le représentant des fédérations, même si voilà, il a été indiqué que ce qui compte finalement pour mettre en place une recherche partenariale, c'est le temps et la confiance qu'on peut mettre en place. Et il est vrai quand même que dans les fédérations sportives, sur le haut niveau, le turnover est assez rapide des entraîneurs. Et du coup, comment mettre en place une collaboration de confiance si les entraîneurs changent relativement souvent? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Moi, je suis un mauvais exemple parce que du coup, j'occupe cette fonction depuis 7 ans. Avant d'être directeur technique national, j'étais adjoint au DTN en charge des équipes de France. Donc du coup, depuis 2012, voilà, on est sur des temps longs, on est une fédération qui est un peu différente, un peu à part, même quand on compare. Récemment, j'ai rencontré, il y a une semaine, une ancienne médaille olympique et maintenant la responsable des équipes d'Australie de triathlon, et qui hallucinait de voir dans nos staffs des têtes qu'elle avait vues il y a 10 ou 15 ans, parce qu'ils restent dans ces staffs sur des fonctions différentes, et éventuellement quand il y a besoin de changer, de mettre du sang neuf ou pas, mais en tout cas on évite qu'il y ait de jeter l'eau du bain avec le bébé, c'est ce qui est parfois malheureusement le cas, même si je vois certains anciens dans la salle, dans le champ du sport. Ce qui est peut-être du coup encore une fois le facteur de succès, c'est d'avoir des différents points d'appui au sein des directions techniques nationales. C'est-à-dire que le directeur technique national, moi je l'ai annoncé, alors ça fera pas les grands titres dans l'équipe, mais j'arrêterai après les Jeux de Paris. Donc il va y avoir une nouvelle directrice technique nationale qui va vouloir mettre des choses en place. L'idée, c'est de pouvoir, par la production, la capacité à démontrer la performance ou l'intérêt de ces travaux-là. Et c'est, je crois, l'une des grandes forces du monde académique, c'est la capacité d'écrire. Dans le champ du sport, on est beaucoup dans le culte de l'oralité. Tiens, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Tu as des petites anecdotes que je vous racontais. Par contre, écrire, quand il s'agit de prendre sa plume, c'est un petit peu plus compliqué. La production des rapports, le fait de démontrer que ces travaux qu'on a faits, ils ont produit tels et tels effets. Ces faits ont eu ces effets. Je crois que c'est la plus grande richesse, la plus grande force qui fait qu'une fois que celle ou celui qui va me succéder, si jamais je repartais avec tout, sans aucune volonté de partage. Donc là, ça se fait positivement, mais je pourrais me faire virer du jour au lendemain et puis accéder à ces informations. Qu'est-ce qui va rester pour celle ou celui qui va prendre la suite? Il va y avoir un petit peu ces mots, ce qui va être dit, tiens, ça marche bien avec lui, ça marche pas trop avec elle, oh, la recherche, on s'en fout, c'est pas très très utile. Et puis il va pouvoir s'appuyer sur ces rapports. Donc je crois que la plus grande force, elle est vraiment là-dedans, dans cette production des savoirs, pas uniquement universitaires, mais de qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi, quel sens ça a, et être capable de toujours éclairer les perspectives à court, moyen et long terme. Sur différents plans, la performance, souvent c'est ça qui nous occupe ou nous préoccupe, mais aussi d'autres choses plus durables, notamment dans la formation. Je crois que c'est un des plans et des pans les plus importants sur lesquels d'ailleurs notre ministère est en train de beaucoup intervenir. Merci Benjamin. Ce point-là, il nous touche tous. Savoir partir, mais aussi savoir préparer sa succession. Un point qui est important. Il y a une question. Oui, une petite question pour Benjamin. On voit ta sensibilité pour avoir partagé quelques réunions avec toi il y a une quinzaine d'années. Tu étais à l'époque, je crois, même en charge des activités recherche, c'est ça? Donc c'est pas par hasard, à mon avis, que tu es là aujourd'hui et que tu t'intéresses à ça. En tant que DTN, est-ce que tu mets un peu dans les fiches de poste une sensibilité des entraîneurs à une culture scientifique, à travers un parcours éventuel, etc. Parce que c'est pas forcément toujours un passage obligé, notamment en France, d'être passé par l'université, etc. Tu arrives à le mettre en place ou ça arrive presque naturellement?
Pour faire le parallèle entre les deux, ta question et la précédente, en fait, pour assurer la meilleure durabilité et la meilleure intégration, pénétration de la recherche dans les façons de travailler, je pense que c'est le fait de démultiplier le nombre de personnes qui y sont sensibles et pas de concentrer sur une seule personne, parce que le jour où tu changes de personne, tu peux potentiellement fragiliser quand bien même le recrutement est bien fait, mais si ça impacte beaucoup de personnes, voilà, donc souvent dans les directions techniques nationales, on a le développement des pratiques, la formation et la haute performance. Déjà, quand on arrive à faire des ponts entre haute performance et formation, c'est un vrai plus. Quand sur la partie haute performance, on n'impacte pas que le court terme, mais aussi le moyen et le long terme, parce que toutes les limites qu'on a avec les champions d'aujourd'hui, si on peut les corriger parce qu'on est intervenu avec les champions de demain à venir, c'est un des facteurs clés. Donc, j'insiste surtout sur le fait les entraîneurs s'intéressent à ce qu'est ce qu'on appelle un peu pompeusement l'analyse, l'expertise et l'optimisation de la performance. Avoir une approche qui soit non plus subjective, ressentie. Tiens, j'ai couru vite ou j'ai pas couru vite. J'ai couru en 34-10 ou en 30-15. Ouais, mais comment était le parcours? En fait, c'est aller dans une objectivation des données. C'est tout le travail qu'on a fait depuis maintenant très très longtemps dans cette fédération, parce qu'on était beaucoup dans du ressenti et que c'était extrêmement limitant pour pouvoir comparer les choses. Bon, on est venu sur des courses de triathlon, quand bien même il y avait le label World Athletics ou I2AF à l'époque. On vient avec notre route géomètre pour aller questionner et aller le vérifier, s'assurer qu'il y ait bien cette distance. On a des fois eu de 9600 mètres à 10 200 mètres, c'est pas du tout la même chose. Ou même, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mètres d'ici, température de l'eau, en très bonne relation avec la FFN et avec nos propres appareils de mesure, on est capable de challenger la mesure prise par la Fédération internationale de triathlon qui allait obliger le port de la combinaison, qui nous embêtait un petit peu parce que on avait des jeunes femmes assez bonnes nageuses, et du coup de pouvoir dire mais vous êtes fous. Ils ont répondu au non, et puis après ils ont dit oui pour prendre la célèbre chanson, mais parce qu'on avait du coup quelque chose de robuste, et on a su aussi asseoir ça dans notre pratique professionnelle. Parce qu'en 2006, quand on arrive avec une route géomètre, toutes les autres nations se foutent de notre gueule. Puis en 2007, on est déjà 3-4 nations à le faire. Et puis maintenant, c'est la course des roues à géomètre. Ils sont parfois 15 à 20 nations à le faire. Et depuis quelques années, ça décroît. Ça y est, on s'y désintéresse. On est en train de perdre l'une de ces bases. Moi, du coup, comme je commence maintenant à vieillir un peu, je vois que ces fondations qui étaient relativement costauds sur l'objectivation des niveaux de performance, les vitesses de déplacement, tout ça, on est en train de le perdre parce on s'y est un petit peu habitué, on y met un petit peu moins de soin. Donc c'est toujours dans cet équilibre entre le fait de soigner ces fondations et continuer à se hisser un petit peu plus haut, aller voir des choses très tentantes qui séduisent beaucoup, la nouveauté, l'IA et autres. Oui, mais continue encore une fois de bien t'entraîner, bien manger, bien dormir. Donc j'espère que j'ai répondu un petit peu à ça. Cette sensibilité, elle doit être très présente, mais c'est surtout sur la façon de voir le sport comme étant quelque chose de... Oui, on est beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans le ressenti. Quels sont les faits, quoi. Merci Benjamin. Je crois, Violette, qu'on arrive au bout du temps. Comme Guillaume et Nils sont débordés un peu, on a débordé un peu aussi. Mais on ne va pas quand même déborder trop. Merci aux 5 panélistes d'avoir participé à cette table ronde. Et puis je pense qu'on passe à la suite du programme. Merci en tout cas.